Tu es l'ami du meilleur de moi-même. Georges Brassens à un ami. Lorsque j'étais écolier, cela commence à faire longtemps, nos maîtres et nos maîtresses nous lisaient tous les matins une leçon de morale. Il s'agissait d'un tout petit récit se présentant comme une histoire vraie, destinée à attirer notre attention sur les bénéfices de se montrer sociable, gentil, attentif, obéissant, de ne pas mentir, voler, etc. Après la lecture, il n'y avait pas de discussion de groupe comme cela se ferait aujourd'hui, mais l'enseignant nous laissait réfléchir 1 ou 2 minutes en silence à l'anecdote, puis passer aux mathématiques ou à l'histoire. Les cours de morale ont disparu après mai 68. Est-ce un bien ou un mal? Gentillesse. Raphaël. Il y a quelques années, j'ai été gravement malade. Une affection hématologique, une sorte de leucémie. J'ai alors dû suivre tout un tas d'examens, de bilans, d'hospitalisations, de soins, je vous passe le détail. J'ai eu de la chance, je m'en suis sorti. Ce qui m'a frappé lors de toutes ces pérégrinations, ce sont 3 choses. La première, c'est l'immense fragilité que l'on ressent lorsqu'on est malade face à l'énorme machine hospitalière qui vous absorbe. On se sent à la merci du bon vouloir de tous ces médecins, infirmières, secrétaires, brancardiers. La deuxième, c'est l'immense besoin de gentillesse que l'on ressent à ce moment-là. Pas seulement le besoin d'être poliment accueilli et correctement traité. Non, davantage, le besoin de recevoir des paroles, des gestes, des attentions gentilles. Sans doute lié à cette vulnérabilité, on est comme un petit enfant qui a besoin d'amour spontanément donné, comme ça, juste parce qu'il est là et qu'il est un enfant, sans condition. La troisième, c'est que chaque fois que l'on reçoit de la gentillesse, il se passe quelque chose dans notre corps. Une onde de chaleur, de douceur, une sensation presque hormonale. Je suis sûr que ça déclenche des trucs biologiques quand on est gentil avec des malades. La gentillesse, c'est une attention bienveillante à autrui, a priori inconditionnelle. Vouloir du bien à autrui, 1, sans qu'il l'ait demandé, 2, sans savoir s'il le mérite, 3, sans savoir qui il est. Juste parce que c'est un être humain. La gentillesse, c'est un don, différent de la simple écoute ou de l'empathie. Dans la gentillesse, on prend l'initiative. En tant que soignant, je sais à quel point il est utile d'être gentil avec mes patients. Lorsqu'ils arrivent dans le service, ils sont souffrants, sinon ils ne viendraient pas, et ils sont inquiets. Qui a envie d'aller se faire soigner en psychiatrie? Alors j'essaie d'être gentil avec eux. J'y arrive plus ou moins bien selon les jours, mais c'est tout de même mon objectif. Lorsque j'ai appris mon métier, ce n'était pas la mode d'être gentil avec les patients lorsqu'on était psychiatre. C'était bon pour les infirmières, la gentillesse. Les psychiatres devaient adopter une attitude de neutralité bienveillante, comme en psychanalyse. C'est-à-dire une attitude au mieux assez froide, surtout pour quelqu'un qui souffre, et au pire rejetante. Sauf que ce qui peut avoir un sens une fois que le patient a demandé et commencé une psychanalyse, n'en a aucun en dehors de ce cadre très précis. Je continue de penser aujourd'hui que même les psychiatres, et évidemment les psychologues, doivent être gentils avec leurs patients et pas seulement à l'écoute. Avant de théoriser sur les risques de la gentillesse, vous allez induire un transfert, on ferait mieux de réfléchir sur ceux de la froideur et de la distance. Il existe souvent un blocage avec la gentillesse lors des problèmes d'estime de soi. Une peur, pour les personnes à basse estime, d'être trop gentilles. Mais comment la gentillesse pourrait-elle être un défaut? Le problème, ce n'est pas d'être trop gentil, mais c'est de ne pas être assez affirmé par ailleurs. Il faut au contraire être gentil, c'est une vertu. Souhaiter le bien des autres, vouloir leur rendre service, voir les bons côtés. Que serait le monde sans les personnes gentilles? Un endroit bien pénible. Mais il ne faut pas être que gentil. Il faut ajouter aussi à son répertoire la capacité de dire non. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content, etc. Quant aux hautes estimes de soi instables, leur problème avec la gentillesse vient du fait qu'elles sont souvent sur la défensive, qu'elles se sentent souvent menacées par les autres, ce qui déclenche alors de la froideur et les rend désagréables à autrui.
ou qu'elles pensent que la gentillesse ne donne pas assez d'éclat ou de pouvoir, ce qui ne les motive guère, puisque leur estime de soi fragile est dépendante de tels signes de validation. C'est pourquoi la capacité de bonté et de gentillesse envers autrui n'est pas si simple à acquérir. Une de mes patientes m'avait un jour raconté ses problèmes avec son fils aîné, âgé d'une dizaine d'années, garçon brillant mais sans gentillesse aucune, et même d'une certaine dureté envers ses frères et sœurs et ses parents, qui étaient eux-mêmes des gens plutôt gentils. Elle et son mari avaient beaucoup discuté avec leur fils à ce propos, et sous tous les angles d'attaque. L'utilité sociale de la gentillesse, le bienfait aux autres, celui fait à lui-même, se sentir mieux quand on a de bonnes relations avec ses frères et sœurs, les bénéfices matériels aussi, les parents sont de meilleure humeur et donc accordent davantage lorsque leur progéniture est gentille. Comme toujours avec les enfants, aucun accusé de réception de leur message ne fut renvoyé par le fiston à ses parents. Il les écoutait en prenant un air désolé et en soupirant. Mais peu à peu son comportement se modifia. Prise de conscience ou prise en tenaille? Car dans le même temps, les parents, toujours gentils mais progressivement plus sévères, avaient eux aussi décidé de ne plus rien laisser passer des attitudes ou paroles vachardes de l'aîné envers sa fratrie. Les occasions de pratiquer la gentillesse sont multiples. Prendre des nouvelles des autres au-delà du simple « ça va », aller vers les personnes isolées dans les soirées ou les présenter à d'autres, dire quelques mots aux voisins âgés et seuls, sourire lorsqu'on donne une pièce à un mendiant, etc. Inutile de chercher à se transformer en saint ou en sainte. Le but de ces petites expériences n'est ni de mériter le paradis, ni de vous faire admirer par autrui, mais 1. De vous sentir mieux, 2. De changer le monde, gentiment. Générosité. La générosité est la vertu du don. Elle permet de cultiver une utile indépendance envers les objets matériels. Donner ce que l'on possède plutôt qu'en être possédé. Au quotidien, elle consiste à donner un peu ou beaucoup plus que ce que les autres n'attendraient ou avant qu'ils aient à le demander. Il n'est pas nécessaire pour la générosité d'aller jusqu'au sacrifice. Mais il est nécessaire d'accepter d'agir à l'aveugle par rapport aux autres, leur donner toujours un crédit, plus ou moins large selon nos propres forces et capacités, sans savoir ni chercher à savoir s'ils en sont dignes, s'ils nous en seront reconnaissants, si nous serons payés en retour, etc. Comme la gentillesse, la générosité n'est pas un luxe. Elle semble, au contraire, utile à toute vie en collectivité. Elle a ainsi été étudiée sur ce plan en psychologie sociale, notamment comme une sorte d'assurance anti-malentendu et anti-brouillage de relations. Si vous avez, de manière habituelle, un style de comportement relationnel généreux, les autres seront plus enclins à juger avec indulgence vos éventuelles attitudes négatives ou ambiguës lors des échanges avec vous. Par exemple, arriver en retard à un rendez-vous, ne pas répondre à un mail ou à un message téléphonique, être de mauvaise humeur alors que vous êtes habituellement calme, etc. Dans tout échange, l'habitude de donner ou de rendre un petit peu plus que ce qui nous a été donné ou que ce qui est attendu représente ainsi une prévention, non une garantie, envers les brouillages ultérieurs du type « pour qui se prend-il, il ne me respecte pas, etc. » Or, les souffrances de l'estime de soi poussent parfois à la mesquinerie. On attend de l'autre qu'il donne le premier, ou plus que nous n'avons donné, qu'il fasse le premier pas. On surveille attentivement la stricte réciprocité des échanges, on se transforme en comptable tatillon, pardon à mes lecteurs comptables, des interactions et des échanges. Si vous avez observé des difficultés chez vous dans ce domaine, faites le test de modifier vos habitudes durablement et d'observer les résultats. Donnez sans que l'on vous demande. Information, temps, aide, en pleine liberté, non en vous forçant, en vous disant « je fais mon boulot d'être humain ». Ces comportements de gentillesse et de générosité existent aussi, sous une forme évidemment différente, dans le monde animal, sous la forme notamment de l'altruisme et de l'aptitude au partage avec les plus faibles. Les bénéfices pour le groupe en sont évidents,
pour les chercheurs spécialistes. Ces comportements sociaux favorisent la cohésion des groupes et leurs chances de survie et représentent un avantage adaptatif, un signe d'intelligence accrue de l'espèce face aux difficultés de la vie. En primatologie, il a existé un cas célèbre, celui de Mozu, femelle macaque japonaise née sans bras ni jambes et qui survécut dans son groupe jusqu'à un âge très avancé alors que son handicap, dans d'autres espèces animales, ne lui aurait laissé aucune chance. Bien que cantonnée à un statut inférieur, Mozu eut toujours accès à la nourriture et aux échanges sociaux avec ses congénères. Chez d'autres animaux, les nouveau-nés handicapés sont abandonnés, les animaux blessés également. Seules les espèces dites supérieures développent ainsi cette tolérance et cette générosité de faire une place à des individus non directement utiles, comme le voudrait une lecture simpliste des lois de l'évolution et de la sélection naturelle. Chez l'humain, cette capacité, cette vertu plutôt, et même cette intelligence est très ancienne. Les préhistoriens ont, par exemple, retrouvé des ossements d'adultes ou d'adolescents très handicapés, manifestement de naissance. Ils avaient donc été acceptés et protégés par leur groupe. Gratitude. La gratitude consiste à reconnaître le bien que l'on doit aux autres. Et plus encore, à se réjouir de ce que l'on doit au lieu de chercher à l'oublier. Le début des célèbres Pensées de Marc Aurèle, un des chefs-d'œuvre de la philosophie stoïcienne antique, est ainsi constitué de déclarations de gratitude très manifestement sincères envers parents, ancêtres, amis et maîtres. Je dois remercier les dieux de m'avoir donné de bons aïeux, un bon père, une bonne mère, une bonne sœur, de bons précepteurs, de bons domestiques, de bons amis, et tout ce qu'on peut souhaiter de bon. Tout le monde n'a pas la chance de Marc Aurèle ou sa grandeur d'âme, mais il est toujours possible de modifier légèrement ces formulations. Un père qui a fait ce qu'il a pu, une mère aussi bonne que possible, etc. La gratitude peut sembler une vertu désuète, mais elle comporte de multiples bénéfices, notamment sur le bien-être psychique, comme l'attestent de nombreux travaux. Mais elle est aussi bénéfique à l'estime de soi, car elle augmente le sentiment d'appartenance à un groupe, une lignée, une collectivité humaine. Et tout ce qui augmente le sentiment d'appartenance renforce l'estime de soi. Enfin, elle semble aussi être corrélée à une autonomie accrue vis-à-vis des attitudes matérialistes, grande déstabilisatrice et falsificatrice de l'estime de soi. Dans ce domaine, sans doute que la gratitude casse le lien égoïste entre soi et ses possessions et ses richesses, en nous amenant à reconnaître ce qu'elles doivent à tant d'autres. Parents qui nous ont donné vie et certaines forces et talents pour obtenir ces possessions, maîtres qui nous ont appris, amis qui nous ont aimés et donné de l'énergie, etc. Les souffrances de l'estime de soi entravent hélas la pratique de la gratitude. Ainsi, le besoin de se valoriser en valorisant son autonomie. Tirer fierté de ne rien devoir à personne et de s'être construit tout seul. C'est une forme de mensonge à soi-même qui est largement pardonnable, car il est un des grands mythes de notre époque, celui de l'individu qui pourrait atteindre par sa volonté, son travail et son intelligence à la pleine autarcie. Il a par exemple exercé une influence profonde dans le monde de l'art à partir du XXe siècle. Nombre d'artistes se sont mis alors à chercher à tout prix à se démarquer de leurs prédécesseurs et à s'en différencier au lieu de reprendre leur héritage et de le prolonger. Notons que la gratitude n'est pas si évidente lorsqu'on a connu certaines trajectoires de vie marquées par le manque d'amour, les abandons, les violences. Il est rare pourtant que l'on n'ait jamais croisé d'humains auxquels on ne doive de la reconnaissance. C'est le sens de la chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens, qui est sans doute le plus bel hymne à la gratitude qui ait été écrit dans notre langue. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand, les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir emmener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil.
Alors comment pratiquer la gratitude, puisque seule sa pratique a un sens? Quelques exercices de gratitude. Pensez nos succès en termes de gratitude. Non pas pour minimiser notre mérite, mais pour rester connecté à toute la chaîne humaine à laquelle nous les devons. Au-delà des succès matériels, cultivez les sentiments de gratitude pour les gestes de gentillesse reçus. Sourire, aide minime, qui nous a tenu la porte, aider à ramasser un objet tombé à terre. S'endormir chaque soir sur une pensée de gratitude. Qui m'a fait du bien aujourd'hui au travers d'un geste, d'une parole, d'un sourire, d'un regard, ce qui améliore le bien-être émotionnel. Pratiquer l'étrange plaisir de l'extension de la gratitude. S'entraîner à la ressentir pour des proches, des personnes connues, bien sûr, mais aussi pour des inconnus. Dans son très beau livre « Professeur de désespoir », charge contre ceux qu'elle nomme les mélanomanes, maniaques de la noirceur, du grec mélanos, noir, la romancière Nancy Houston parle de son émotion devant la musique de Bach. Cette musique qui inspirait à Sioran des réflexions mêlant admiration sans borne et désespoir complet, telles que « après ça, il faut tirer l'échelle ». Houston, au contraire, insiste sur le ravissement, puis la reconnaissance que nous devrions avoir envers Bach, les musiciens qui l'interprètent, les artisans qui siècle après siècle ont conçu et fabriqué les instruments permettant de le jouer. Ces exercices de gratitude nous montrent le lien qui existe entre nous et la plupart des êtres humains. Admiration. Il y a dans l'admiration, on ne sait quoi de fortifiant qui dignifie et grandit l'intelligence, écrivait Victor Hugo, qui aimait bien qu'on l'admire aussi. Quant à Paul Claudel, il était plus catégorique encore. Quelqu'un qui admire a toujours raison. La Rochefoucauld constatait sobrement les effets de l'incapacité à voir chez autrui de bon côté en notant « Un homme à qui personne ne plaît est bien plus malheureux que celui qui ne plaît à personne. » L'admiration est ce sentiment agréable devant ce qui nous dépasse. Cela va de soi pour la nature, avec laquelle nous n'entrons pas en compétition. Mais pour l'être humain, surtout lorsqu'il n'est pas au clair dans le domaine de l'estime de soi, l'admiration entre en concurrence avec le problème des comparaisons sociales. Qu'est-ce qui fait que la confrontation à une personne qui nous semble ou nous est présentée comme supérieure à nous, dans un ou plusieurs domaines socialement valorisés, va susciter admiration plutôt qu'agacement ou dévalorisation? Victor Hugo, qui avait été confronté personnellement au problème, notait ainsi « Les méchants envient et haïssent, c'est leur manière d'admirer. » Un autre problème classique des interactions entre admiration et estime de soi est illustré par ce qui se passe chez les sujets narcissiques, qui préfèrent souvent admirer qu'aimer dans leurs relations sentimentales, attitude qui peut provoquer un certain nombre de ratages amoureux. Lorsqu'on est déçu par quelqu'un que l'on aime d'admiration, la déception peut se transformer non en compréhension, mais en mépris. On sait aussi que le désir éperdu d'admirer peut conduire à l'adulation ou au fanatisme. Mais l'admiration mature doit pouvoir se passer de l'idéalisation. On peut n'admirer que certaines attitudes d'une personne, et ne rien céder pour autant sur sa liberté. L'admiration ne doit pas être une soumission. Ces précautions adoptées, les bénéfices de l'admiration sont réels. Elle permet de prendre pour modèle des personnes qui ont acquis une excellence dans un domaine qui nous tient à cœur, c'est le plus facile, ou qui nous est lointain ou étranger. Dans ce cas, alors l'admiration est peut-être plus difficile, mais elle est plus proche de l'admiration telle que l'apercevaient jadis les philosophes, comme Descartes. L'admiration est une subite surprise de l'âme, qui fait qu'elle se porte à considérer avec attention les objets qui lui semblent rares et extraordinaires. Là encore, admirer, ce n'est pas renoncer à agir, écrasé par la perfection de la personne qu'on admire, mais agir pour s'en rapprocher, si on le souhaite. L'admiration est un ressort puissant, qui semble aussi capable de modifier les stéréotypes, même aussi insidieux et intimes que les préjugés raciaux.
Une étude avait ainsi montré qu'en présentant à des volontaires blancs des images de personnes admirables de type africain, on diminuait leur réflexe de préférence raciale spontanée pour des personnes de morphotype européen. Comme pour la gratitude, la pratique des exercices d'admiration est un peu tombée en désuétude à notre époque. Mais elle garde, selon moi, un grand intérêt psychologique. L'admiration pour les personnes exceptionnelles, bien sûr, qui semble un besoin fondamental de l'être humain. À titre anecdotique, chez les supporters sportifs, l'admiration et l'identification avec une équipe et ses stars produisent des effets favorables sur l'estime de soi. Mais cela reste valable aussi pour des personnes ordinaires. Dans ce qu'elles font, admirer un artisan pour l'intelligence et la dextérité de son geste, ou ce qu'elles sont, admirer des qualités morales discrètes. Valable aussi, évidemment, pour le spectacle de la nature, araignée à la construction de sa toile, etc. Concluons. Ne jamais rater une occasion d'exercer son œil et surtout son esprit à se réjouir d'admirer. Les bénéfices pour l'estime de soi? Ils sont innombrables. Disposer de modèles positifs, cultiver son humilité, muscler ses capacités d'ouverture, ressentir des émotions positives. Les attitudes positives, naïves et pesantes ou écologiques et intelligentes? C'est bien gentil tout ça, mais il existe 3 familles d'arguments modérateurs envers la culture de cette psychologie positive. Premier argument, la vie n'est pas si rose. Que valent gentillesse, générosité, gratitude et admiration face aux méchants, aux salauds, à l'injustice, à la violence? Réfléchissons un peu, est-ce qu'elles empêchent de les combattre? Non, mais elles permettent de le faire avec plus de calme et donc plus d'efficacité sur la durée. L'énervement ne peut servir nos causes que de manière ponctuelle. Deuxième argument, ce sont encore des contraintes insidieuses que les psys font peser sur nous. Il faut aller bien, être gentil, dire bonjour à la dame, et puis quoi encore? Et puis rien. En matière de psychologie, on ne peut dispenser que des conseils, qui ne valent que s'ils sont librement adoptés. Ceux qui concernent les attitudes mentales positives ne font pas exception. Ils n'intéresseront bien sûr que les personnes éprouvant le désir ou le besoin de se sentir bien. Nul n'est obligé de les suivre. Mais on peut se réjouir que certains le fassent. Troisième argument, finalement c'est une forme d'égoïsme déguisé. Être gentil ou généreux pour qu'on le soit avec nous, admirer par envie de devenir admirable, etc. Peut-être en partie, mais quand bien même. Préfère-t-on un monde où l'altruisme serait déclaré ringard et déconseillé parce qu'il ne serait qu'un recyclage de notre égoïsme, et où on encouragerait plutôt l'expression directe des égoïsmes pour plus de franchise et de transparence? Non, le vrai problème n'est pas là. Il est plutôt dans le bon usage de ces attitudes, car elles contiennent en elles-mêmes les possibilités de leurs propres excès et dérives. Trop de gentillesse peut conduire à la manipulation par autrui. Trop de générosité peut amener à se faire exploiter. Trop de gratitude à se faire manipuler par ceux qui veulent nous maintenir dans un statut d'éternel débiteur à leur égard. Trop d'admiration peut conduire à l'idolâtrie. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Le plus souvent, le poison est ici la déception. On a donné, on a été déçu, alors on ne donne plus. Est-ce la bonne solution? Car en ne donnant plus, c'est soi-même qu'on appauvrit. Les meilleures voies semblent autres. Augmenter son discernement. Peu à peu s'habituer à ne rien attendre en retour de nos attitudes positives. Ne jamais oublier que c'est aussi pour soi que l'on fait tout cela. Il n'y a pas de honte à en avoir, car même ainsi, cela peut changer le monde. Tous ces petits gestes de psychologie positive envers autrui sont l'équivalent des pratiques écologiques à l'échelle de la planète. Prendre son vélo, faire un tri d'ordures sélectif, etc. Chaque geste isolé est insignifiant, mais leur addition a un effet. Il en va de même de la gentillesse, de la générosité, de la gratitude, etc.